la souveraineté populaire sur la valeur. Ça a l'air simple, dit comme ça. Eh bien, en soi, ça l'est. Le communisme est un mode de production qui reconnaît le travailleur comme seul producteur de valeur économique. Comment ? Je vais vous le dire. En abolissant la propriété lucrative des biens de production, en attribuant une propriété d'usage des biens de production aux travailleurs qui les utilisent effectivement, et en socialisant la valeur produite dans des caisses d'investissement et de salaire. Ça a l'air abstrait, technique, lointain. Mais ça n'est rien de tout ça. Au contraire, si on y réfléchit un peu, c'est même limpide. Et puis, c'est déjà là. Eh oui, ici, en France. Le programme du CNR, Ambroise Croizat, 1946, la sécurité sociale. Enfin, je vous laisse vous renseigner. Qu'est-ce qu'un concept ? Quand on interroge le dictionnaire, voici ce que l'on obtient. Représentation mentale, abstraite et générale, objective, stable, munie d'un support verbal. Pour le dire plus simplement, un concept est un mot ou un groupe de mots efficaces pour analyser objectivement le réel. Son efficacité se mesure, outre son objectivité et sa stabilité, au degré de généralité qu'il recouvre. À ce propos, je voulais partager avec vous un aphorisme intéressant, quoique incongru. Les concepts, c'est comme les culottes. Si c'est trop large, ça sert à rien. La crise. On est en plein dedans, n'est-ce pas ? Ce mot charmant nous vient du grec crisis. La langue grecque se prête bien davantage à une dialectique ordinaire du monde mis en mots. En grec, crisis désigne le fait de faire un choix, de prendre une décision. C'est donc résoudre un problème en le prenant en compte et en le dépassant. Alors, on s'y met ? Dialectique. Il y a quelque chose de l'ordre de la délectation. Vous ne trouvez pas ? Excusez-moi, j'adore ce mot. Dialectique. La dialectique est au cœur de toute chose. Pour comprendre, il faut d'abord dire que la dialectique est une méthode pour comprendre le réel et une compréhension du réel lui-même. Je m'explique. Partons déjà du fait que la méthode dialectique dépasse la méthode métaphysique. La méthode métaphysique, indispensable à l'homme dans un premier temps pour appréhender le monde qui l'entoure, repose sur des principes de identité, frontières et permanence. Autrement dit, il a fallu séparer les choses les unes des autres et leur donner des caractéristiques propres pour les identifier. C'est tout le travail d'Aristote et de ses nombreux successeurs. Mais cette méthode, aujourd'hui, à la lumière des progrès de la science, de la philosophie, de l'humanité en général, mérite d'être approfondie. Car, on le sait, les choses ne sont pas figées, on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. En effet, la matière est non seulement en mouvement, mais elle ne suit pas un mouvement seulement mécanique. Ce mouvement est le fruit de contradictions internes, qui, à force d'accumulation quantitative, produisent un saut qualitatif, puis un autre, selon le schéma de positivité, négation, négation de la négation. Autrement dit, thèse,
antithèse, synthèse. Ça a l'air abstrait comme ça, mais en réalité c'est très concret. Si vous ne devez retenir que l'essentiel, retenez qu'un mouvement dialectique est un mouvement qui trouve sa cause dans ses propres contradictions. Pour illustrer la dialectique de la nature, tenez, prenez une fleur qui devient fruit par exemple. Pour le cas de l'histoire, la Révolution est un très bon exemple. Mais pour mieux le comprendre, il faudrait aborder le matérialisme historique. Bref, si vous voulez en savoir plus, lisez Principes élémentaires de la philosophie. Pulitzer. Oui, comme le prix Pulitzer. Bref. En tout cas, je vous le recommande. Je vous le recommande vivement. L'éthique est la branche de la philosophie qui s'intéresse à la question « Que dois-je faire ?» L'histoire. L'histoire avec un grand H. C'est ce qui, dans l'évolution de la matière, est propre à l'homme. L'homme avec un grand H. C'est la succession des événements passés qui portent le sceau de l'humanité. À l'étude, il apparaît que les phénomènes historiques sont plus complexes que les phénomènes naturels. Au rapport cause-conséquence, qui régit la matière en général, s'ajoute le rapport signe-sens, fondamental dans l'histoire. Mais notons toutefois que les phénomènes historiques sont des phénomènes matériels et peuvent donc être expliqués matériellement et objectivement. La matière historique reste de la matière et peut donc, à ce titre, être étudiée scientifiquement comme un objet matériel. Quand nous parlons de la liberté, nous ne parlons pas de la liberté du renard dans le poulailler ou du loup dans la bergerie. Non, ça, ce n'est pas la liberté. C'est au mieux ce que l'on pourrait appeler la force. Non, le concept de liberté est au contraire un outil pour décrire l'émancipation de l'humanité. C'est une question fondamentale de l'humanité car elle décrit le processus par lequel l'humanité devient elle-même. En s'affranchissant des déterminations de la matière dans laquelle elle se confondait jusqu'alors. Notez que par ce processus, la matière étrangère à l'homme devient la nature, tandis que la matière transformée par l'homme devient l'histoire. La lutte des classes a pour objet la définition de la valeur par les institutions du travail. La pratique de la lutte des classes est centrale dans la transformation des modes de production, car c'est la classe dominante, dirigeante, qui maîtrise la valeur, c'est-à-dire que c'est elle qui décide ce qui est réputé valoir ou non. Face à elle doit se constituer une classe révolutionnaire, afin de changer la représentation de la valeur économique et surtout sa pratique. La lutte des classes est au cœur de la dynamique des modes de production. Comme l'infrastructure détermine toujours la superstructure, la lutte des classes est le moteur de l'histoire dans son ensemble. Tout à l'heure, quand nous définirons la dialectique, nous verrons que les choses sont mues par des contradictions internes. Eh bien, les antagonismes de classe sont les contradictions internes à un mode de production. Ainsi, ces antagonismes de classe sont le moteur de l'histoire de toute société. Le terme de maïeutique provient du mot grec pour sage-femme. Socrate, étant le fils d'une sage-femme, c'est avec une certaine ironie qu'il désigne l'activité d'accoucheur des esprits. Socrate n'accouche pas les femmes par le bas, mais les hommes par le haut. Bon, au-delà de ces considérations étymologiques,
Que nous dit la maïeutique? La maïeutique, c'est aussi la naissance de la dialectique dans les échanges de la parole. Cet échange de paroles n'est pas une errance, mais poursuit un but, la vérité. Pour atteindre ce but, il faut s'éloigner du faux et des apparences. Il faut alors questionner le langage, questionner les mots. Contrairement à ce que l'on croit entendre aux premiers abords, le matérialisme ne consiste pas en l'amour des biens matériels. Non. Quand on parle de matérialisme en philosophie, on désigne une école de pensée qui considère que rien n'existe en dehors de la matière et des phénomènes matériels. Mais bon, comme on ne peut pas parler de matérialisme sans évoquer l'idéalisme, alors... À la question primordiale de la philosophie, les matérialistes postulent que la matière précède l'idée. À cette conception s'opposent les idéalistes, qui affirment le contraire. Ainsi, les idéalistes les plus conséquents, tels que Berkeley par exemple, aboutissent à un scepticisme exacerbé, proche du solipsisme, c'est-à-dire qu'ils en viennent à nier jusqu'à l'existence même d'un monde objectif, réduisant le réel au produit d'une intersubjectivité. Les matérialistes, eux, soutiennent que le monde extérieur existe en lui-même et qu'il peut donc par conséquent exister une explication scientifique et objective du monde. Allez, je vous renvoie vers Principes élémentaires de la philosophie. C'est très facile à lire et en plus, c'est en libre accès sur Internet. Vous n'avez pas d'excuses. Le métier, c'est le travail concret dans le travail abstrait. Bon, ça a l'air abstrait dit comme ça. Bon, ça l'est pas, hein. En fait, c'est un savoir-faire qui permet la pratique d'une activité concrète, laquelle, en se positionnant dans un rapport de production, produit de la valeur économique. Ce savoir-faire, aussitôt qu'il est réputé produire de la valeur, est aussi appelé qualification. Attention surtout à ne pas confondre nouvelle couche moyenne avec classe moyenne, qui possède de petits moyens de production. Les nouvelles couches moyennes apparaissent après la Seconde Guerre mondiale, à partir du plan Marshall jusqu'à mai 68, pendant la période communément appelée les 30 Glorieuses. Les nouvelles couches moyennes ne possèdent pas de moyens de production. Mais, par l'acquisition d'un capital culturel et éducatif, ils accèdent à des postes de cadres. Ainsi, ils participent à la production mais ne produisent pas directement et accèdent à une consommation plus confortable. Les nouvelles couches moyennes sont au cœur des enjeux de la lutte des classes, car si objectivement elles appartiennent au prolétariat, le capitalisme mise tout pour les séduire par le biais de l'illusion de la société de consommation, société qui, en réalité, est permissive envers le consommateur et répressive envers le producteur. C'est Michel Clouscar qui a forgé le concept de nouvelle couche moyenne il y a déjà plusieurs décennies. Cependant, la lecture du monde qu'il en tire est d'une actualité saisissante. Je ne saurais que trop vous inviter à vous renseigner sur ces travaux, peut-être en commençant par ce documentaire au titre très éloquent. Tout est permis, mais rien n'est possible. Les présocratiques. Vous vous dites sûrement que c'est un ensemble nébuleux et hétérogène de penseurs, philosophes, je ne sais quoi, et vous avez à peu près raison. De quelle période parle-t-on quand on évoque les présocratiques? Comme le mot l'indique, cette pensée apparaît avant Socrate, mais elle apparaît aussi après ce que l'on appelle la mythologie ionienne. Au-delà des spécificités de chacun,
sur lesquelles je ne peux pas m'attarder, ce qui est remarquable dans la pensée présocratique, c'est qu'elle va tenter presque systématiquement de questionner le monde directement pour ce qu'il est, dépassant ainsi les explications mythologiques qui précédaient. Ainsi vont apparaître les prémices de la pensée matérialiste. Le cas des présocratiques est très intéressant, car il questionne la notion même de philosophie en posant la question de son origine. Qu'est-ce qui fonde la philosophie? La mise en question du langage ou l'explication rationnelle du monde matériel? Socrate ou les présocratiques? Le progrès. C'est le sens du mouvement dialectique, c'est-à-dire non pas mécanique, mais autodynamique de la matière historique. Le progrès est un mouvement qui tend toujours vers davantage de liberté effective pour le plus grand nombre. On ne peut pas définir le concept de prolétariat sans définir celui de bourgeoisie. Alors, en première analyse, on peut constater que, dans un mode de production capitaliste, la bourgeoisie est la classe qui consomme plus que ce qu'elle ne produit, tandis que le prolétariat est la classe qui produit plus que ce qu'elle ne consomme. Mais, soyons simples et efficaces, et citons les premiers mots du manifeste du Parti communiste par Marx et Engels. Alors, par bourgeoisie, on entend la classe sociale des capitalistes modernes, qui possèdent les moyens sociaux de production et utilisent du travail salarié. Par prolétariat, la classe des ouvriers salariés modernes, qui ne possèdent pas de moyens de production et en sont donc réduits à vendre leur force de travail pour pouvoir subsister. C'est donc la place d'un individu dans le rapport de production qui détermine sa classe sociale. Le capitalisme se caractérise donc par sa propension à diviser la société en deux classes antagonistes. La bourgeoisie, classe dominante, et le prolétariat, classe révolutionnaire. Voilà, c'est pas compliqué, vous voyez. La qualification est ce qui reconnaît la capacité à créer de la valeur économique. À la lumière de cette définition, nous voyons à quel point il est important d'attribuer la qualification à la personne et non pas au poste de travail. Puisque la création d'une valeur économique n'est possible que par le travail humain, l'attribution d'une qualification à un poste de travail est systématiquement une spoliation au détriment du travailleur. Le mot de rationalité désigne la qualité de ce qui, dans l'ordre de la connaissance, est rationnel, c'est-à-dire ce qui ne se comprend que par l'usage de la raison. L'usage de la raison permet de fixer des critères de vérité et d'erreur et de distinguer le bien du mal. Mais la rationalité ne prend tout son sens que lorsqu'on la considère d'un point de vue pratique. Elle permet alors de mettre en œuvre des moyens en vue d'une fin donnée. Cette faculté a plusieurs emplois, scientifiques, éthiques et techniques. La révolution tire d'abord son nom du mouvement des astres en orbite. Ce qui est en haut se retrouve en bas, et ce qui est en bas se retrouve en haut. Mais si cette image peut porter à croire qu'une révolution est toujours déterminée à revenir à son point de départ, alors il faut vite s'en détacher, car rien n'est plus faux. Comme rien dans l'histoire, la révolution ne suit pas un parfait mouvement circulaire. Elle ne suit pas non plus une parfaite ligne droite continue. Non. Elle suit un mouvement dialectique. Pas un cercle, pas une ligne, mais une spirale qui trébuche sans cesse, sans jamais revenir en arrière. Au sein de ces péripéties historiques, la révolution,
pour l'exprimer formellement, c'est le moment de bascule irréversible au sein duquel l'accumulation quantitative aboutit à un saut qualitatif. Pour faire simple, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Par cet exemple, nous remarquons que la goutte à elle seule n'a pas suffi. Il a fallu une longue accumulation de gouttes infimes pour aboutir un jour à un changement qualitatif, le débordement du vase. Eh bien, en histoire, c'est pareil. La bourgeoisie a travaillé pendant des siècles à changer la pratique de la valeur économique en bouleversant complètement les infrastructures de la production. 1789 n'est que la concrétisation politique d'un long travail révolutionnaire. Aujourd'hui, la tâche du prolétariat en tant que nouvelle classe révolutionnaire est la même. Changer la pratique de la valeur économique et s'emparer du pouvoir. Le sous-prolétariat est aussi désigné par le terme allemand de Lumpenproletariat. Il désigne dans la société les éléments déclassés, les marginaux. Poussé dans une extrême précarité, le sous-prolétariat se caractérise souvent par une absence de conscience de classe, ce qui en fait, par conséquent, un potentiel allié de la bourgeoisie. Le travail. Passons rapidement sur l'étymologie. Trépalium, instrument de torture. Bon, une fois qu'on a dit ça, soit on va faire la sieste, soit on se remet au boulot. Bon, vous êtes toujours là? Alors non. Le travail ne se définit pas par la notion de souffrance. Et d'ailleurs, cette étymologie est largement contestée. Trabulare, qui désignerait une tension qui se dirige vers un but et qui rencontre une résistance, semble être une base de réflexion beaucoup plus intéressante. Mais maintenant, creusons davantage la question. Qu'est-ce qui différencie le travail d'une autre activité? On observe qu'une activité devient du travail à partir du moment où elle est considérée par la société dans laquelle elle s'inscrit comme étant productive. Le produit de cette activité s'exprime alors par de la valeur économique. Profitons-en pour rappeler que la valeur économique ne peut être produite que par du travail humain. Le mode de la production de cette valeur économique par le travail humain détermine des rapports sociaux particuliers. Mais il ne faut pas oublier que c'est ce rapport de force entre les classes sociales qui détermine ce qui est censé avoir de la valeur ou non. Aujourd'hui, la définition du travail par la bourgeoisie, c'est l'emploi. Mais nous avons quelques définitions alternatives à proposer. D'ailleurs, elles sont déjà partiellement effectives, particulièrement en France, grâce à l'héritage du Conseil national de la résistance. Je vous engage, je vous invite même à aller vous renseigner avec les travaux de Bernard Friot. C'est enthousiasmant.